à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé hier à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif. Les temps forts de cette veillée à suivre dès le début de ce journal. La tragédie des enfants soldats dans les camps de Tindouf, fortement dénoncée devant la 4e commission à l'ONU, des voix qui s'élèvent au moment où le plan d'autonomie marocain engrange un large soutien international. On fera le tour de la question avec le politologue et professeur de droit Moustapha Sredi. Et puis nous irons encore une fois aujourd'hui à Tanger à la découverte d'un endroit emblématique de la ville, Las Chicas, un concept store qui propose à ses visiteurs un savoureux menu, un univers de mode et de création et surtout une histoire qui se raconte comme un film et qui rend hommage à la transition intergénérationnelle. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif. Mohamed Aïtchgar tout de suite pour les précisions. La célébration de cette veillée religieuse par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin s'inscrit dans la tradition observée par ses illustres ancêtres qui ont constamment veillé à commémorer l'anniversaire de la venue au monde du messager de la miséricorde, leur ancêtre le prophète Sidna Mohammed, que la prière et la paix soient sur lui. Mosquée Hassan à Rabat où Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé la veillée religieuse en commémoration de l'Eid al-Mawlid al-Nabawi Sharif. La veillée religieuse a été marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed, prière et bénédiction sur lui. والختم من مولانا أمير المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq, a prononcé devant Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin une allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités du Conseil supérieur et des conseils locaux des ulémas avant de remettre au souverain le rapport relatif à ces activités. Dans son allocution, le ministre a indiqué que le Conseil supérieur des ulémas, qui a l'honneur d'être présidé par Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, a veillé à l'accomplissement de sa mission au service de la religion et dans le respect des constantes de la nation. Notons que cette institution a pu, en dépit de la pandémie, poursuivre son œuvre à travers les 4 principaux axes: la communication à établir, la qualification, l'encadrement et l'intervention sur le terrain,
dans le cadre des activités d'intérêt général. Par la suite, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a remis le prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques, prix de mérite et d'hommage, à Monsieur Shbina Hamdatim al-Ainin de Rabat. Ce prix est décerné annuellement afin de récompenser les personnalités scientifiques éminentes et de les inciter à réaliser des travaux de recherche de haute qualité dans le domaine des études islamiques, conformément aux enseignements de la noble charia. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ensuite été salué par Hamid Adrdour de la ville d'Agadir, qui a reçu des mains du souverain le prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et d'exégèse du Saint-Coran. Le souverain a également été salué par Farhan Mohammadi Fadlan de la République d'Indonésie, à qui Sa Majesté le roi a remis le prix international Mohammed VI de psalmodie du Saint-Coran avec mémorisation de 5 hizb. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a également remis le prix Mohammed VI d'excellence en art calligraphique marocain à Omar Srghini de la ville de Rabat. Le souverain a par la suite remis le prix Mohammed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix honorifique, à Abdelmjid Talbi de la ville de Salé. Et le prix Mohammed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix de l'excellence, à Madame Laïla El-Jemli de la ville de Fès. Sa Majesté le roi a aussi remis le prix Mohammed VI de lettrisme arabe, Al-Hurufiyya, prix honorifique, à Mohamed Boukhana de la ville de Temara. Et le prix Mohammed VI de lettrisme arabe, Al-Hurufiyya, prix de l'excellence, à Mohamed Al-Asri de la ville de Casablanca. Sa Majesté le roi, par la même occasion, était salué par les membres du jury du prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques, les professeurs Mohamed Kettani, Mohamed Issef, Mustafa Belhamza, Idriss Khalifa, Ahmed Shawqi Bin, Ahmed Shahlan et Abdelhamid Al-Alami. Un anniversaire qui marque l'éclosion des Lumières de la guidance pour l'humanité, grâce au message porté par le sceau des prophètes pour répandre les hautes vertus et les valeurs de justice et recommander les bonnes actions pour que l'ensemble des humains vivent dans la paix et l'entente. Et à l'occasion de la célébration par la Oumma islamique de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État frères des pays islamiques. Dans ces messages, le souverain leur exprime ses félicitations les meilleures, implorant le Très-Haut de renouveler cette occasion bénie pour eux dans la santé, la quiétude, la prospérité et davantage de bonheur et de bien-être. Et à l'occasion toujours de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif de cette année 1444 de l'Hégire, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 672 et elles se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 508 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 10 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 488 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 10 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont en nombre de 155 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 61 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 15 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 72 personnes et grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 7 personnes. Et en cette glorieuse occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à des détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme. Cette bienveillance royale à l'égard de ces détenus qui n'ont obtenu l'approbation royale qu'après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation
et aux institutions nationales, réviser leurs orientations idéologiques, rejeter l'extrémisme et le terrorisme. Ils sont au nombre de 9 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 5 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 4 détenus. La semaine qui s'achève a été notamment marquée par un large soutien à l'ONU au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara marocain, au moment où devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, plusieurs pétitionnaires se sont insurgés contre l'embrigadement, c'est cela, et l'endocrinement des enfants dans les camps de Tindouf en Algérie. Les enfants soldats n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils sont soigneusement formés par des adultes qui leur inculquent la haine dès leur plus jeune âge. Depuis plus de 47 ans, le Polisario a créé un environnement isolé dans les camps de Tindouf, qui accueillent ces enfants. C'est ainsi donc que se sont indignés d'une seule voix plusieurs représentants d'ONG internationales qui ont lancé aussi un appel à la communauté internationale à agir d'urgence face à ces pratiques qui privent ces générations de rêver d'un avenir meilleur. Les ONG internationales ont également condamné le détournement des aides internationales destinées aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf, dans l'ouest algérien. Et comme tous les dimanches, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Moustapha Shahimi, politologue et professeur de droit à l'université Mohamed Sak de Rabat. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Professeur, nous avons diffusé hier dans ce journal les propos de la présidente de l'ONG Teach Children International, Nancy Hoff, qui dit avoir eu honte d'elle-même lorsqu'elle a constaté de visu à Tindouf que les aides humanitaires sont détournées. Votre commentaire à ce sujet? C'est important, c'est une mise à nu de la part d'une ONG internationale crédible, de la situation qui prévaut dans les camps de Tindouf. Alors, ce problème de l'aide alimentaire est à expliquer de manière simple. Les séparatistes disent, avec Alger, qu'il y a 180 000 réfugiés à Tindouf. C'est un chiffre, évidemment, qui est gonflé. Pourquoi ? Parce pour recevoir des aides supplémentaires. Pour recevoir en fonction de ces... Ils font du chiffre, ils avancent du chiffre pour avoir des aides alimentaires et de l'Union européenne et du Programme alimentaire mondial, le PAM, en concurrence de ce montant annoncé. Les enquêtes, les recoupements sur place indiquent qu'il n'y a pas plus de 40 000 personnes. 40 000 personnes. Et si on veut affiner plus loin, mais c'est un autre débat, dans les 40 000, il n'y en a que 10 à 12% qui sont d'origine sahraoui. Le reste, c'est des réfugiés maliens, somaliens, tchadiens, de pays du Sahel, il y a même d'Afghanistan et d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre parenthèse. Alors, ce qu'il faut relever, c'est que l'Union européenne, à travers un organisme spécialisé, avait publié un rapport il y a 5 ans sur le détournement de l'aide alimentaire. 70 à 75% de l'aide alimentaire de l'Union européenne est détournée. Et elle est détournée par un écosystème sur place, où il y a les responsables algériens, parce que c'est eux qui contrôlent et qui verrouillent les camps, évidemment sur le plan sécuritaire, les responsables de l'entité fantoche, les séparatistes, et les denrées qui sont détournées se retrouvent où? Elles sont commercialisées en Mauritanie, dans les pays du Sahel. Donc nous sommes là en face d'une situation, d'un modèle économique, si je puis dire, mais mafieux, de contrebande et qui perdure. Et c'est pour ça que ça méritait d'être dénoncé par cette ONG et d'autres ONG lors des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est pour ça que la communauté internationale doit remettre fin à cette situation qui est tout à fait inacceptable. Très bien, vous restez avec nous, professeur. On va parler d'un autre moment fort de cette 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Des élus et des acteurs associatifs des provinces du Sahara marocain ont exposé devant cette 4e commission les grands projets de développement socio-économique qui font du Sahara marocain un véritable hub économique au plan national et continental aussi. Nous vous proposons d'écouter tout de suite l'une des pétitionnaires, Khadija Zawi, acteur associatif au micro de Nadia El Moudden avec Mouhtassim Billah Bouazaoui depuis New York.
Nous avons aujourd'hui présenté à la communauté internationale les grands projets qui sont aujourd'hui réalisés sur le territoire du Sahara marocain, notamment les projets d'énergie renouvelable d'envergure énorme avec des budgets de milliards de dollars, notamment le projet du câble souterrain qui va pouvoir acheminer l'électricité produite à partir de sources renouvelables jusqu'au foyer de la Grande-Bretagne grâce aujourd'hui au partenariat qu'entreprend le Maroc en tant que partenaire crédible avec les pays européens afin de les accompagner dans la crise énergétique actuelle. Et nous restons à New York où le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu cette semaine un débat sur le thème paix et sécurité en Afrique, renforcement de la lutte contre le financement des groupes armés et les terroristes par le trafic illicite des ressources naturelles. Au cours de ce débat, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a déclaré que le terrorisme et le séparatisme sont intimement liés et qu'ils portent atteinte à la stabilité et à l'intégrité territoriale des États. Nous l'écoutons tout de suite. Le débat d'aujourd'hui est hautement opportun, puisqu'il se tient malheureusement dans un contexte où le continent africain continue de souffrir des affres des groupes armés terroristes et séparatistes. Ces groupes entravent le développement, la prospérité, la stabilité et l'intégration de l'Afrique. Le crime transnational organisé, le terrorisme et le séparatisme sont intimement liés. Ils menacent la paix et la sécurité régionale et internationale et portent atteinte à la stabilité et à l'intégrité territoriale des États. Monsieur Shemi, le terrorisme et le séparatisme sont donc les deux faces d'une même monnaie. Le Maroc n'a jamais eu cesse de tirer la sonnette d'alarme par rapport à cela. Parlez-nous justement des dangers qui guettent la région à cause de ces groupes séparatistes et terroristes finalement. Vous avez raison de le relever, le Maroc a des choses à dire sur la lutte antiterroriste de manière globale et sur la lutte antiterroriste dans la région. Donc il y a un acquis, il y a une capitalisation de connaissances et c'est pour ça que c'était utile que notre ambassadeur à New York, Omar Hilal, fasse le point dans une conférence précisément qui est tournée sur les questions du terrorisme. Je voudrais insister sur le financement aussi. Et sur le financement, j'y viens. Sur le financement, je voudrais insister sur le fait que le financement vient d'où? Vous savez, c'est comme dans l'affaire de Watergate en 1974, quand les deux journalistes du Washington Post faisaient leur enquête, la source leur disait « Regardez la traçabilité du financement ». Ils ne leur donnaient pas d'informations, ils leur disaient les financements. Nous sommes dans la même équation, évidemment dans des termes différents. C'est-à-dire qu'il faut évidemment s'attaquer aux faits terroristes qui existent, mais il faut également aller plus loin, donc une approche plus globale et se préoccuper également des sources de financement. Ces sources de financement sont lesquelles? C'est le trafic, c'est la contrebande, c'est l'immigration clandestine, c'est l'exploitation des ressources naturelles, métaux, or, faune, etc. Donc ça a été dit. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait une mobilisation internationale en amont, si je puis dire, de ce processus-là pour tarir les sources de financement. Et quand on arrivera à tarir les sources de financement, on aura des éléments clés pour juguler et mettre fin à cette situation terroriste. J'ajoute un point, le problème des enfants soldats. C'est un problème récurrent et la communauté internationale est en train de prendre conscience de la gravité de ce phénomène. Il y a déjà, le problème avait été posé là, en marge des travaux de la réunion de la 49e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en mars dernier, pour ce qui est de ces enfants soldats. C'est un crime de guerre, il faut le dire, condamné par les conventions internationales, Convention de Genève 1949 et d'autres instruments internationaux. Il y a deux phénomènes qui sont préoccupants. Vous savez combien il y a d'enfants soldats dans les cantines d'Ouf? Ce sont des ONG européennes qui ont fait des recoupements qui le disent, entre 4 000 et 5 000.
qui ont entre 12 et 18 ans, qui sont déscolarisés, et il y a donc un phénomène de militarisation. Embrigadement et militarisation. Deuxième fait lié à cela, l'endoctrinement religieux. Il y a 5 ou 6 mosquées dans les cantines d'Ouf, et les prêches sont faits pour tenir quel argumentaire? Anti-Occident et la haine à l'endroit du Maroc. C'est ça les fondamentaux des prêches qu'il y a dans les cantines d'Ouf. Donc c'est extrêmement important. Le Maroc est préoccupé par ça. Vous savez que le Maroc a ouvert en mars dernier un centre international d'études des enfants soldats qui a été inauguré à Dakhla. Notre ministre des Affaires étrangères y était. Et il s'agit donc de faire attention à cela. Et sur ça, nous sommes en pointe et en avance sur la réflexion internationale. Un dernier point aussi, j'ai pu avoir le pré-rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. C'est un pré-rapport, c'est pas un version définitive, il est intéressant, il fait plus d'une vingtaine de pages. Qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle ce qui prévaut dans la région, etc. Il fait le point sur les contacts de son envoyé personnel, Staffan de Mistura. Et il se prononce pour la poursuite du processus de négociation, c'est-à-dire, de fait, la validation de la formule des tables rondes. Il signale au passage qu'il y a eu 30 consulats ouverts dans les provinces sahariennes récupérées. Les recommandations qu'il fait sont lesquelles? La reprise du processus de par les 4 parties de bonne foi et, un point important, aucune référence au référendum. D'ailleurs, les résolutions du Conseil de sécurité ne font plus référence depuis des années à la question des référendums. Donc voilà un peu comment se présentent les travaux de cette instance onusienne. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage, professeur Moustapha Shemi. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris hier soir le décès de notre consoeur, la journaliste et reporter Amina Slimani. Feu Amina Slimani est lauréate de l'Institut supérieur de journalisme de Rabat, devenu ISIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Après l'obtention de son diplôme en journalisme, elle a rejoint la SNRT ex-RTM, où elle a exercé la profession au sein du département arabophone de la direction de l'information d'El Oula à partir de 1988. Feu Amina Slimani s'est éteinte hier après un long combat avec la maladie. Aujourd'hui, une pensée émue à ses proches et à tous ses confrères et à toutes ses consoeurs. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. En raison d'ennuis techniques hier, nous reprenons ce soir le grand format de ce journal qui nous emmène donc ce soir à Tanger, aux portes de la Casbah. Nous allons vous raconter l'histoire d'un endroit de toute beauté, j'ai nommé Las Chicas. Derrière ce concept store ouvert il y a 12 ans déjà, eh bien 3 femmes talentueuses rassemblées par l'amour de l'art et de la création. Las Chicas est la bonne adresse pour les bouches gourmandes et les férus d'accessoires de mode, mais pas que. C'est aussi un endroit, c'est cela, aux 1001 secrets, un lieu où l'écho du passé résonne encore et toujours en caressant l'intensité du présent. Je vous laisse découvrir tout cela avec Nisr El Hamdaoui, Asma Tazi et Othman Tazi. Nous avons beaucoup entendu parler d'elles aux portes de la Casbah à Tanger. Nous y sommes. Elles sont, elles aussi, là pour nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Las Chicas. Merci. Derrière ces tonalités espagnoles, une affaire de filles bien dans leurs vêtements, dans leur tête aussi. Donc là, on a l'espace Las Chicas. La mode et la création sont leur tasse de thé. Et on a un atelier, on fabrique tout à Tanger. 12 ans maintenant que Aïda et Yasmine se sont embarqués dans cette aventure. Un concept store qui fait la part belle au prêt-à-porter chic des créateurs marocains. Comme dans ces gilets que les hommes aiment beaucoup, les femmes, voilà, avec toujours la sfifa. Et au beau milieu de ce décor cosy, surgit la touche des chicas. Elle est à l'image de l'univers des 2 amies, fantaisistes. Aïda est costumière de cinéma et Yasmine, créatrice de bijoux pour de grandes maisons de mode parisiennes. On m'a apporté le plateau, les filles, pour que je fasse la sélection. Mais ce qui est encore plus attrayant dans cette histoire de complicité créative, c'est bien l'écrin qui révèle l'esprit des chicas. La maison familiale de la grande cinéaste Farida Bliazid, la mère de Aïda. C'est la maison où a grandi ma mère et donc ta fille. Et ma fille est née ici aussi.
Et donc on n'a pas l'impression d'être dans une boutique, plus dans une maison où on reçoit les gens et les gens rentrent, ils sortent et on discute. Ça peut être juste un moment de partage, on y est bien. Finalement, comme Thelma et Louise, l'aventure nous a amenés à finalement rénover cette maison de famille, de Aïda, et en faire ce concept store dans lequel on se sent bien. Oui. C'est vrai que j'ai l'impression de parler à une seule personne parce que vous vous complétez à mourir. C'est comme si je parlais à une seule personne et je complète l'autre, donc l'une est le prolongement de l'autre. C'est vrai. On est très très synchro avec Aïda. Des fois on s'habille de la même couleur ou des mêmes habits. La même couleur. On arrive le matin, on a la même robe. Ce matin, je lui ai rien dit, je suis en noir et blanc, elle est en noir et blanc. Alors, pour un univers de couleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas très représentatif. Ouais. Là, on est plutôt très zen attitude. Nos chicas ne seraient pas au complet sans elle. Farida Belyazid, la pionnière du cinéma marocain. Volontiers, elle nous fait visiter les lieux avec un brin de nostalgie au bon vieux temps passé dans cette maison de ses parents. Le projet Las Chicas, elle l'a vu grandir jour après jour. Ce qu'elle lui apporte n'a pas de prix chez nous, Marocains. J'apporte Tati Walidine. Aïda Allah Ardaliha, elle est vraiment, c'est une gentille fille, j'ai de la chance. Elle et sa sœur et son frère, j'ai de la chance avec mes enfants. Et donc, dans cette maison, on ne peut être que heureux. Que ce soit les souvenirs, que ce soit les photos justement de famille, que ce soit la modernité aussi qui est présente. Il y a le passé et le présent qui se mélangent bien. Et donc voilà, c'est un vrai bonheur. Alhamdoulilah. Et puis ça, c'est une collection. Las Chicas, c'est plus qu'une boutique à la taille d'une demeure. C'est aussi un espace d'échange qui vaut le détour. Franchement, jamais je suis venue à Tanger sans passer par Las Chicas. J'aime les personnes qui s'occupent de Las Chicas. J'aime leur énergie, leur goût, leur créativité. Et manger aussi ici. Exactement, ouais. Voilà, donc je suis là pour la journée. Le visiteur de cet espace cosy peut aussi s'attabler à la terrasse de Las Chicas, siroter un bon thé à la menthe ou déguster un croque-monsieur, ou plutôt un croque-sidi ou croque-lala. C'est selon. Une chose est sûre, ici, on épate également les papilles. Tout y est. L'art culinaire, la création, les livres et l'âme authentique de cette demeure. Le décor d'une belle histoire est planté grâce à ces tres chicas. Je les ai rejoints le temps d'une photo où ils m'ont fait ressentir le privilège d'être une vraie chica. Et ce sont ces belles images qui signent le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.